Salut, c'est César et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet qui est penser comme un optimiste et planifier comme un pessimiste. Cette approche, à la fois inspirante et pragmatique, vous évitera de tomber dans les pièges de l'excès de confiance, car entre l'enthousiasme et la lucidité, il y a toujours un équilibre subtil et puissant. Dans une première partie, nous verrons l'illusion des cas exceptionnels. Nous sommes tous fascinés, ou alors juste moi, par les stories exceptionnelles et storytelling incroyable. L'histoire d'un gars qui a commencé dans un garage, dans le garage de ses parents, qui est jeune et qui réalise petit à petit des projets et il fait des choses exceptionnelles. Et il crée des entreprises mondialement connues. Ou encore l'athlète sans ressources mais qui a été repéré par une équipe et après devient la mascotte jusqu'à un leader de l'équipe. Ou bien encore l'écrivain ou l'écrivaine qui passe des années à envoyer des brouillons et paf. Un jour, elle sort une trilogie, pas une trilogie, on dit octologie, cette heptologie de livres exceptionnels où il y aura des films, des produits dérivés, etc., etc. Ces histoires qui nous inspirent sont des anomalies statistiques. Ce sont des exceptions, mais ce ne sont pas des modèles. Le danger de toutes ces histoires exceptionnelles, c'est de se baser sur ces histoires comme trajectoire, comme plan, pour se baser pour sa propre trajectoire en disant cette personne a réussi ça, je vais faire exactement la même chose pour avoir les mêmes résultats. Alors, le danger de se baser sur ces récits pour planifier sa propre trajectoire, c'est comme j'ai dit, ce sont des anomalies statistiques, c'est pas parce que ça arrive une fois, voire deux fois à deux personnes sur une cinquantaine d'années, que c'est forcément votre trajectoire. Et donc c'est pour cela, faut pas être biaisé par voir les autres qui réussissent. L'optimisme, la fougue est essentielle pour se lancer, pour une nouvelle tâche, pour un nouveau projet, pour une nouvelle mission. Mais il doit être encadré par une conscience réelle des probabilités externes, de ce qui nous influe, du monde qui gravite autour de nous. Dans cette deuxième partie, nous verrons le piège des attentes et les biais de planification. Le biais de planification est une forme courante d'auto-illusion. Je m'explique. On sous-estime le temps, les ressources et les obstacles. Les études montrent que seulement 30% des personnes respectent leurs délais et seulement 11% les respectent lorsqu'ils ont des attentes et des objectifs très élevés. C'est moins d'un tiers des personnes. Et même les projets les plus prestigieux échouent à cause de ce biais de planification, on veut planifier ça en disant voilà, je vais avoir ci comme ressources, ça va pas bouger. Mais en fait, il y a tellement de variables aléatoires qu'on peut pas tout calculer. On planifie une direction et souvent on dévie de quelques degrés de ceci, de cela, du temps. On réajuste. Pour vous donner quelques exemples, l'Opéra de Sydney, qui devait être inauguré en 1963, ne l'a été que finalement en 1973, avec un coût budgétaire 14 fois supérieur à ce qui avait été prévu. Je peux également citer l'aéroport de Berlin, prévu en 2011, qui seulement verra le jour en 2020. Ou encore la construction du canal de Panama, qui a duré des décennies et des coûts exorbitants. Ces échecs ne sont pas dus à l'incompétence, mais à une planification basée sur un scénario idéal. Dans cette troisième partie, nous allons voir le biais conjonctif et l'effet papillon. Donc, pour reclarifier les choses, chaque partie d'un plan dépend d'une autre partie. Et plus il y a d'interdépendance, plus le risque global augmente. Ce n'est pas une addition de tous les risques, c'est une multiplication. Dans cette quatrième partie, nous allons voir les outils pour avoir une planification optimum en tenant compte des risques, des ressources, de la planification, de tout ce qui pourrait influer nos projets. Que ce soit personnel ou professionnel ou dans d'autres domaines de notre vie. Donc maintenant, je vais vous donner 4 outils puissants pour que vous puissiez planifier avec lucidité. Ce que je vous propose en 1, c'est l'inversion mentale. À chaque fois, on se dit comment je vais réussir, comment je vais faire ci pour faire ça, etc. Mais dites-vous aussi, posez-vous la question inverse en disant comment échouer. Et dans ce cas-là, vous identifierez les points où là, vous pouvez peut-être échouer. Dire ah ok, ça pourrait être une source d'un échec. Ça aussi. Identifiez-les et essayez d'y répondre en amont afin d'anticiper les échecs. Mon deuxième point, c'est la décomposition des tâches. Je vais vous prendre l'exemple d'écrire un livre. Écrire un livre, c'est un objectif un peu vague. Alors que si on commence à le diviser de manière claire en étapes successives et en associant un délai à chaque étape, cela paraît un objectif beaucoup plus réaliste. Donc il y a trouver une idée,
débriefer sur l'idée, faire un brainstorming sur l'idée, etc. Créer un plan, passer après, une fois que c'est créé un plan, écrire le livre, passer à la relecture, le faire relire, le faire soumettre à d'autres pour avoir des commentaires, reprendre en compte les commentaires. Et donc, chaque étape a un délai. Et si vous fixez un délai, ça rend un objectif beaucoup plus réaliste. Au lieu de dire écrire un livre, on sait que on a un mois pour débriefer les idées, un mois pour commencer la rédaction, un mois pour ajuster le plan, un mois pour tout écrire, etc. Et donc, c'est vraiment plus atteignable et plus réaliste. Mon troisième point, c'est la réserve de précaution. Admettons que vous décidez d'écrire pour votre livre 1000 mots par jour. 1000 mots, 1000 mots, 1000 mots, 1000 mots. Et ben, pour la planification, prenez comme si vous étiez le plus pessimiste possible. Essayez de dire, j'écris que je me base la planification sur 800 mots. En disant, est-ce que la relecture, normalement, j'ai prévu un mois, mais si les personnes sont peu ou pas disponibles, dans ce cas-là, j'ai prévoir 2 mois. C'est genre prendre une marge de sécurité. Cela protège contre les imprévus et ainsi réduit la pression. Mon quatrième point, c'est l'étude des cas moyens. Ne vous basez pas sur votre enthousiasme, votre fougue pour fixer vos délais, mais prenez le temps d'étudier les délais qu'une personne moyenne met pour réaliser certaines tâches. Sur la globalité, sur une moyenne, pourrez-vous fixer, par exemple, pour votre tâche à accomplir, vous savez que 10 personnes mettront X temps. Il faut mieux se baser sur ça qu'en disant, moi j'ai tellement d'énergie que je vais faire ci, je vais faire ça, parce qu'il y a des moments où vous serez up, donc ça ira bien, d'autres moments où vous serez un peu plus down, dans ce cas-là, vous prendrez du retard. Alors que si vous fixez sur une moyenne, par exemple, de 100, de 1000 personnes, c'est beaucoup plus réaliste. Dans cette cinquième partie, nous verrons l'équilibre entre rêve et réalité. L'optimiste vous pousse à viser haut. Le pessimiste vous empêche de tomber de haut. Ensemble, ils forment une stratégie mentale robuste qui ne peut pas se casser. Vivez avec l'enthousiasme de celui qui construit des châteaux dans les nuages, mais posez chaque brique comme si vous construisiez sur du roc à la force de vos mains. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager à vos proches et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt un optimiste rêveur ou alors un pessimiste stratégique. C'était César, merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.